Et avec notre ami Philippe Sinclair à la régie et Louis à la vidéo. Donc effectivement, nous consacrons notre émission à Thomas Mann et l'évolution de la pensée allemande. En fait, Thomas Mann, chacun le sait, c'est un très grand écrivain qui a eu le prix Nobel en 1929. Il est né en 1875 et décédé en 1955. Et en vérité, il a suivi l'évolution et le tournant, n'est-ce pas, de la culture et de la pensée allemande. Donc nous commençons par un texte sur le romantisme allemand que nous passons. Le romantisme allemand est plutôt une certaine profondeur sombre et une ferveur, on pourrait dire également une ancienneté de l'âme qui se sent proche des forces knoniennes, irrationnelles, démoniques de la vie et qui oppose à une observation du monde seulement raisonnable une science plus profonde et plus sacrée. Les Allemands sont le peuple de la contre-révolution romantique, contre l'intellectualisme philosophique et le rationalisme de l'esprit des Lumières, de la Aufklärung, une révolte de la musique contre la littérature, de la mystique contre la clarté. Le romantisme n'est pas du tout une exaltation débile, il est la profondeur qui se sent force et plénitude, un pessimisme de la probité qui en tient pour ce qui existe, l'histoire contre la critique et le progressisme, bref, pour la force contre l'esprit. Selon la définition laconique de Goethe, le classique est la santé et le romantisme la maladie. Il porte en lui-même le germe de la maladie comme la rose le ver. Son essence la plus intime, c'est la séduction de la mort. Tel est son troublant paradoxe qui défend révolutionnairement les forces irrationnelles de la vie contre la raison abstraite, l'humanitarisme plat. Il possède précisément, par cet abandon à l'irrationnel, une affinité profonde avec la mort. C'est en Allemagne, sa véritable patrie, qu'il a le mieux affirmé de la façon la plus inquiétante cette ambiguïté. Wagner est notre temps, de Thomas Mann. Merci beaucoup, cher Alexis. En effet, le romantisme allemand, on ne sait pas à quel point il est différent du romantisme français que nous connaissons tous, celui de Victor Hugo, de Théophile Gautier, de Musset, j'en passe, car en vérité, très tôt, il a été dénoncé par nos philosophes, Handler, Boutroux, Guéroult, et par des historiens, comme par exemple Jacques Droz, qui a écrit un livre si important sur le romantisme politique, comme en vérité quelque chose qui était dirigé essentiellement contre la France, contre les Lumières, contre le rationalisme et la République, alors même qu'il gardait, c'est très intéressant, l'idée de révolution. Alors Thomas Mann, et il faut le dire, n'est-ce pas, a été profondément imprégné par ce romantisme allemand, et dans ses premiers livres, n'est-ce pas, les Buddenbrock, Mort à Venise, 1901-1911, La montagne magique en 1924, les considérations d'un politique en 1918, eh bien, ces œuvres sont toutes marquées par le pessimisme, par l'idée de déclin, de maladie et de mort. Et comme il l'a dit lui-même, Thomas Mann, il a été influencé par Wagner, Schopenhauer, Nietzsche, et par la révolution conservatrice, qui était alors, au fond, très influente dans l'Allemagne de ce temps-là. Pourtant, à partir des années 30, parallèlement à la montée du nazisme, il va évoluer et s'abreuver à d'autres sources. D'abord la Bible, au fond le judéo-christianisme contre le paganisme, dans Joseph et ses frères, un retour certain à la philosophie classique allemande, en tout cas une méditation de Goethe, de Lessing, de Schiller, Dr Faustus en 1947, ou à toute la grande littérature européenne, le Quichotte, Tolstoï. Et réfugié en 1933 aux États-Unis, il a lancé de vibrants appels pour le retour à la démocratie de l'Allemagne. Alors, qu'y a-t-il au fond de si profond dans ce texte, très rapidement ? Eh bien, premièrement, parce que c'est un texte nuancé, n'est-ce pas ? C'est un texte qui n'est pas ambivalent, mais qui va au fond au cœur. Premièrement, que l'on doit au romantisme allemand des découvertes absolument fondamentales, c'est-à-dire les puissances chtoniennes de la vie. Et d'ailleurs, c'est si vrai que Thomas Mann le développe ensuite. Nietzsche, Freud, Marx, n'est-ce pas, ont découvert respectivement l'animal en l'homme, les pulsions et leur destin, l'inconscient derrière la conscience. On se rappelle le mot d'un précurseur de Freud, Grodeck, au fond de l'homme cela, ou dans les entrailles de l'économie, la lutte des classes. Bref, l'instinct, la puissance, la force. Mais deuxième idée de Thomas Mann, qui est fondamentale, c'est que, en fait, ce qui constitue le romantisme allemand, c'est que ces forces sont pour lui à l'opposé de la raison, puisqu'il en fait des forces de maladie et de mort, des forces de destruction,
Et on peut citer, pour illustrer ce propos, l'hymne à la vie de Novalis, la lutte à mort du maître et de l'esclave chez Hegel, Dieu est mort de Nietzsche, lettre pour la mort d'Heidegger, bref, comme le dit très bien Thomas Mann, une séduction de la mort. Et donc, pour conclure, eh bien, c'est ce que nous dit Thomas Mann, un abandon aux forces irrationnelles, un refus de la raison, qui a pris en Allemagne un tour particulièrement inquiétant. Et je crois que la grandeur et la profondeur, au fond, de l'œuvre de Thomas Mann, c'est que, ayant épousé justement cette culture allemande, il en a suivi aussi l'évolution. Et il en fait en quelque sorte l'histoire clinique de l'intérieur, de son effondrement et de sa résurrection, dans une intention qui n'est pas ambivalente, mais qui n'est pas non plus dépourvue de nuances. Il a marqué en particulier au fond, l'importance de la faillite des élites bourgeoises, la catastrophe de la guerre en 1914, la grandeur et au fond la perversion de la culture germanique, et indiquer des voies pour sa reconstruction, puisque en fait il s'est dirigé vers l'abandon du paganisme, vers le retour au signifiant judéo-chrétien et vers une reconquête de l'histoire au fond plus heureuse, qui est celle de l'histoire européenne. Alors ma première question est pour vous, Alexandre. L'évolution de la pensée allemande. Comment pouvez-vous nous expliquer, au fond, de quelle façon la culture allemande, dominée avant la Seconde Guerre mondiale, je prends les derniers là, par Nietzsche, Carl Schmitt et Heidegger, est revenue à la démocratie que nous connaissons, rangée dernièrement derrière la chancelière Angela Merkel. Et est-ce qu'elle a pris Thomas Mann pour point d'appui, ou est-ce qu'il y avait d'autres points d'appui? On vous écoute, Alexandre. Alors, c'est une question passionnante. Et au fond, comme toujours, il faut commencer par la réponse simple. L'oiseau de Minerve, comme l'avait déjà dit Hegel, prend son envol à la nuit. Eh bien, c'est au crépuscule, au soir même de l'État allemand, c'est-à-dire quelques années avant l'arrivée au pouvoir de Hitler, qu'effectivement, l'Allemagne a donné tous ses feux. Et toute l'Allemagne, c'est-à-dire une Allemagne juive, une Allemagne protestante, une Allemagne catholique libérale, toutes finalement ont conspiré à donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles se savaient, malheureusement, condamnées à mort. Elles n'étaient pas dans l'être à la mort, comme le pense Heidegger, elles étaient par contre très proches de la mort. Et bien entendu, une partie de ces feux ont fécondé toute la culture anglo-saxonne, anglaise d'abord, grâce à l'émigration des élites Oui, bien sûr. Mais... Et puis, vous êtes un juif italien et un juif russe, mais il y avait quand même beaucoup de juifs allemands qui étaient allés à Londres, et on le voit encore dans le vieux quartier. Warburg, déjà. Ne serait-ce que lui, oui. Et puis, deuxièmement, il y a aussi l'exil américain, qui a été véritablement la fécondation d'une Amérique protestante, isolationniste, raciste, qui était très tentée, au fond, par une espèce de coexistence pacifique avec l'Allemagne hitlérienne, et qui a basculé pour l'inverse, et pour le mieux, et grâce, effectivement, à toute cette immigration intellectuelle qui s'est installé ensuite Panofsky, Léo Strauss, à qui pensez-vous ? Et qui a colonisé toute l'université américaine. Oui, bien l'histoire entendu. De l'art en particulier. Alors vous dites pour l'histoire de l'art, c'est parfaitement vrai, de Panofsky bien sûr, oui. Et puis c'est vrai d'un certain nombre de très grands écrivains et de très grands mais c'est aussi vrai des artistes, c'est vrai des musiciens. Oui. Bref, le Carnegie Hall, New York, puis ensuite la Californie sont devenus les temples dans lesquels ce Weimar en déroute a eu sa revanche. Oui, et quelle revanche! Mais oui, bien entendu, Lubitsch parmi d'autres, mais pas seulement lui. Oui. Donc nous avons là véritablement un moment tout à fait fondamental de l'histoire intellectuelle du XXe siècle, et qui s'est joué entre les dernières années de Weimar, parce qu'il fallait, un peu comme en botanique, il fallait déjà que les plantes puissent connaître une croissance, et puis ensuite leur transplantation qui a été réussie à Londres, à New York et à Los Angeles. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, écoutez, pour une fois n'est pas coutume, comme notre ami Alexis Lacroix
nous le savons, prépare un livre sur Weimar. Je vais me tourner vers vous, Alexis, pour vous demander, au fond, si la culture de Weimar, qui a lieu justement avant la déflagration nazie, eh bien, c'est-à-dire Panofsky, et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées Hans Baron ou à l'histoire de l'architecture Wittkower, etc., est-ce que c'est le contrepoint du romantisme allemand tel que le décrit notre ami Thomas Mann? En tout cas, c'est une modernité. C'est une modernité radicale, c'est une modernité ambitieuse, c'est une modernité républicaine, surtout républicaine. Weimar était très lié, au fond, aux idéaux essentiels de la Révolution française et des Lumières. D'ailleurs, il y avait ensuite, dans la Révolution conservatrice qu'Alexandre Adler a brillamment évoquée, il y avait beaucoup, si vous voulez, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de conspirationnisme sur le rôle supposé dans cette République, qui a duré 14 ans, entre 1919 et 1933, des loges initiatiques de la maçonnerie, à qui les nationaux allemands ont commencé très tôt, en fait, dès l'année 1921, ont commencé de reprocher d'être un des agents de la soumission à la France. Il faut évidemment revenir à ce contexte historique. Oui. Alors, pour répondre à votre question... Ils étaient gênés à ce point par le fait que Chartres, qui a été le vrai architecte de tout le redressement économique qui a eu lieu sous Hitler, était lui-même un franc-maçon qui n'a cessé de défendre les francs-maçons tant qu'il a pu rester ministre des Finances. Alors Alexis. voilà, donc si on entre, si vous voulez, plus précisément dans l'œuvre de Mann, je crois que la datation exacte, si vous voulez, du moment où il prend conscience qu'il n'est pas possible de se réfugier dans l'apolitisme, son apolitisme... C'est dans considération d'un apolitique. Non, mais oui, mais c'est très précoce. 1918. Excusez-moi, je vais terminer, c'est très précoce. Oui, 1918. Non. Le moment où Thomas Mann prend conscience qu'il n'est plus possible de se réfugier dans l'apolitisme, c'est au moment de l'assassinat, il y a donc maintenant 100 ans, quasiment 100 ans, en 1922, du ministre juif des Affaires étrangères de la République de Weimar, Walter Rathenau. Et là, vous avez une mue très précoce. C'est là où Kafka... Attendez, je termine, Alexandre Adler, ça devient... C'est difficile. Seul comme Rathenau. Oui, absolument. Allez-y. C'est là, si vous voulez, que Thomas Mann prend conscience que la République est plus en danger que ne le disent les bourgeois conformistes de l'époque, de droite comme de gauche d'ailleurs. Et c'est là que la mue va s'opérer chez lui. Et qu'est-ce qu'il va découvrir ? Il va découvrir, donc là je réponds à votre question philosophique, il va découvrir qu'un des fondements de l'attaque théorique, mais aussi politique, contre la République rouge, or, noir, ce fondement-là, effectivement, c'est une certaine conception chtonienne, tellurique, régressive du romantisme. Et c'est pour ça que le texte que vous nous avez fait lire en introduction de l'émission est très intéressant. Quel est le concept qu'il va mettre en avant à ce moment-là, justement pour s'opposer à cette marée montante de l'anti-weimarisme culturel, disons du rejet de la culture. Ce qui a bien de mal chez Wagner, de mal. Alors, non, mais attendez. Quel est le concept ? Je termine et après je vous laisse la parole, c'est promis. Quel est le concept qu'il va mettre en exergue ? C'est le concept de nocturne, das Nächtige. Oui. Et pour lui... C'est du Novalis, l'hymne à la nuit. Oui, mais surtout pour lui, la réaction anti-weimarienne sur la scène culturelle procède d'abord d'un abandon, d'une soumission aux critères du Nächtige, du nocturne, contre la lumière de la raison et du siècle des Lumières. Merci. Voilà. Alors, je me tourne vers François, n'est-ce pas, notre philosophe également germaniste. Que pensez-vous de ce regard aigu de Thomas Mann sur le romantisme allemand et sur la pensée germanique en général, avant et après les deux guerres mondiales ? François, éclairez-nous. Oui. À votre tour. Thomas Mann, c'est l'œil du cyclone. Enfin, on est dans quelque chose d'explosif, terriblement dangereux. Et alors, il est à la fois témoin, il a été d'une certaine manière engagé d'un côté puis ensuite de l'autre, mais il est témoin d'une mutation qui est effrayante quand même. Parce que voilà un homme qui représente vraiment la culture européenne à son sommet, sous sa forme allemande, mais culture européenne, néanmoins. Tout à fait. C'est essentiel. Il s'est intéressé au Quichotte. Il est aussi au cœur des arts, et en particulier pour la musique. La musique l'a inspiré constamment. On retrouve aussi, bien sûr, dans le Docteur Faustus, un exposé absolument remarquable sur le commencement de la musique dodécaphonique et la lassitude devant la ritournelle de Jean-Sébastien Bach. Enfin bon, c'est comme ça qu'il le présente. Donc voilà un homme qui représente la culture.
plus cultivé, on ne trouve pas. Moi, pour ma part, étant adolescent, j'en ai profité. La montagne magique, par exemple, on s'initie à l'école de Manchester, libéralisme économique, au bolchevisme naissant, puisque Lukács, semble être cette espèce de bolchevique. Ça se discute, enfin bon. On s'initie à beaucoup de choses. C'est NAFTA, incontestablement. Supposons, peu importe. Donc, il l'a dit. J'ai été initié à un tas de choses que j'ignorais en tant qu'adolescent en lisant Thomas Mann. Alors, je voudrais revenir un peu. Quels sont les ancêtres, si on veut, de qui est-il l'héritier dans cette culture allemande ? Schopenhauer, qui est le maître de Wagner. Oui. Il tient Wagner pour un piètre écrivain, mais un très grand essayiste, etc. Mais évidemment comme un musicien capital, fondamental, etc. Il a dit Schopenhauer, Wagner et Nietzsche. Oui. Alors, c'est maître. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez. Pourquoi des gens comme Schopenhauer, Wagner et Nietzsche ont pu inspirer un sommet de la culture qui a basculé dans l'horreur ? Et quand ils voient Hitler succéder, si je puis dire, à cet apogée de la culture, il a l'impression que la culture a ôté un masque et que derrière, il y a un clown grimaçant, meurtrier, ce qui est vrai. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je voudrais quand même souligner quelque chose, parce que on ne le dit pas assez. Quelle est la haine de Schopenhauer ? Il y en a une. C'est le christianisme. Oui, c'est vrai, c'est le retour de Wagner. Wagner n'est pas simplement un antisémite. C'est essentiellement un penseur anti-chrétien. Et Nietzsche aussi. Alors, quant à Nietzsche, l'antéchrist, le Ecce Homo, etc., ce sont des sommets dans la haine. Naturellement, cette haine du christianisme a des racines encore plus anciennes. Machiavel un peu, Rousseau c'est possible, évidemment Voltaire, bon ça passons. Mais il n'empêche que cette culture allemande a cultivé une haine du christianisme qui explose avec le nazisme. Parce que si on se contente de dire que les nazis ont été des antisémites meurtriers, on oublie que pour eux, judaïsme et christianisme forment un bloc, et qu'en fait, précisément, le judaïsme est le creuset, la source du christianisme. Donc, ils ont persécuté, je le sais aussi, parce que à un moment donné, Heidegger s'en prend avec une violence invraisemblable aux Noirs. Et en fait, les Noirs sont les jésuites allemands. Ils ont été persécutés, et Heidegger trouve ça très bien. Bon, alors, on oublie ces choses-là, parce que le terrorisme anti-occidental est un terrorisme anti-chrétien. On ne fait pas assez attention à ça. On décapite des prêtres pendant l'office dans des églises. Et donc, on est tellement obsédé, si on veut, par l'horreur nazie antisémite qu'on ne voit pas que dans le monde entier, c'est le christianisme, en fait, qui est la victime sanglante. Oui. Pour tout entrer dans la SS, il fallait signer un Kirchenaustritt, c'est-à-dire une sortie de l'église, de toutes les églises. Bon, merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers notre ami le docteur David. Chère Marielle, alors, vous êtes la dernière sur la liste, si je puis dire, c'est très injuste, mais je voudrais vous poser une question sur, au fond, la maladie, la mort, et Freud et la nation germanique. Freud, lui aussi, a parlé de la maladie et de la mort, de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas chez lui un équilibre qui ressemble d'ailleurs d'une certaine façon à celui de Thomas Mann entre ses découvertes et une aspiration, au fond, sincère à la science et surtout à la vie? On vous écoute, Marielle. D'abord, il n'y a rien d'injuste à parler en dernier. Ah, en effet, vous allez conclure. Non, ça ne me gêne pas du tout. Alors effectivement, chez Freud aussi, et Thomas Mann connaissait Freud, il y a un équilibre entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Mais Freud découvre ça tardivement. Oui. Il le découvre tardivement et il va appeler ça la pulsion de mort, le principe de répétition. Il le découvre en observant un de ses petits-fils qui joue avec, je crois que c'est une petite balle, qu'il envoie, et ce qui lui fait plaisir, c'est quand il le faut revenir. Donc, quelque chose fait qu'il faut perdre pour avoir le bonheur de retrouver. C'est ça pour Freud, la pulsion de mort, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Donc, Lacan reprendra ça, et il va appeler la jouissance. Il y a une jouissance dans la perte et il y a une jouissance dans le fait de retrouver. Bon. Maintenant, évidemment, tout ça ne se fait pas sans violence
Et au fond, le nazisme, c'est le moment où quelque chose de cette pulsion de mort va vouloir éliminer l'altérité, et en particulier l'altérité des Juifs, pour faire retour au seul peuple allemand, c'est-à-dire au narcissisme pur. C'est ça le nazisme. Alors, on peut dire que avoir écrit Mort à Venise et devenir anti-nazi, parce que Mort à Venise, c'est quand même une tentation d'une certaine forme de narcissisme. Et après, s'extraire pour devenir anti-nazi, c'est un grand mérite. Voilà ce que je Merci peux beaucoup. dire. Alors, une dernière question à vous tous. Je ne sais pas qui voudra y répondre et on en terminera là. Au fond, est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans ce que nous vivons aujourd'hui ici? Est-ce que, au fond, c'est seul, avec ce que les Allemands ont vécu? En 30 secondes. Allez-y, Alexis. En 30 secondes, vous avez, si on politise légèrement le propos, on l'a pas dit, mais il faut le dire, et d'ailleurs dans l'attaque contre le monothéisme, ils ont eu un rôle essentiel. Les communistes allemands ont tendu la main en réalité pendant longtemps. Alors après, ils se sont rendus compte de leur bévue, mais ils ont tendu la main au mouvement de la révolution conservatrice. Je ne dirais pas aux nazis, mais à la révolution conservatrice, oui, que nous décrivons à partir de 1922. Et ils tendaient la main au nom de quoi ? De la subversion de la civilisation occidentale fondée sur le décalogue, bien sûr, évidemment. Donc, il y a aujourd'hui des points communs. Nous avons des extrêmes qui se conjoignent dans un désir de table rase radicale et d'aventurisme politique qui ne peut aujourd'hui mener qu'au pire. Même si ce sera un pire qui aura d'autres visages et d'autres habits que celui que les années 30 ont suscité. Je ne peux que conseiller une chose à nos auditeurs, c'est de lire attentivement l'extraordinaire enquête qu'Ariane Chemin et Raphaël Baquet ont faite dans Le Monde sur les origines de tout le mouvement zémouriste. On sait maintenant que Zemmour n'est que finalement l'instrument, le malheureux instrument, le pauvre, d'une ambition qui est celle de Vincent Bolloré. Et à partir de là, finalement, on peut descendre toutes les équations. Je voudrais ajouter quelque chose sur l'ensemble des frères Mann. Parce que Thomas Mann a un frère, Heinrich. Heinrich Mann qui a écrit dans les années 30 et avant 33 un livre qui s'appelle La haine, où il dénonce le terrorisme des nazis. Et même le commencement d'une mise en camp de concentration. Donc un terrorisme qui n'est pas encore d'État, si on veut, mais il a dénoncé à l'État naissant, et je pense qu'aujourd'hui, il se passe des choses de ce genre, si on veut. Merci beaucoup, chers amis. Voilà, merci beaucoup à vous tous.